parce qu'il dit que la philosophie, ce n'est jamais simplement de la spéculation. La philosophie, c'est aussi un travail sur soi, c'est aussi un travail personnel. Et je dirais que l'Inde, peut-être contrairement à l'Occident, et là on pourrait revenir sur cette idée parce qu'au fond elle est très discutable, mais en tout cas l'Inde, depuis la Bhagavad Gita, n'a jamais vraiment séparé l'expérience personnelle de la spéculation la plus aride, la plus abstraite, la plus conceptuelle. Ici, l'oracle d'Arès. Je compte vous faire bientôt une série de vidéos qui prendront place dans ma série sur l'auto-hypnose, pour apprendre l'auto-hypnose, apprendre à s'auto-hypnotiser, tout ce à quoi ça peut servir, que ce soit pour un intérêt immédiat, résolution d'un stress, d'une angoisse, d'une douleur, etc., etc., ou pour une découverte peut-être plus approfondie de sa personne, de son être, dans toutes les significations que ça peut avoir. Je vais vous faire bientôt une série de vidéos, donc, qui rentreront dans ce cadre d'apprentissage de l'auto-hypnose, qui porteront sur une interprétation des Yoga Sutras, texte de Patanjali. Alors les Yoga Sutras sont le texte, c'est le texte de référence du yoga en Inde, même s'il y a d'autres textes, et d'innombrables textes qui traitent du yoga. C'est un texte très ancien qui prend place dans la tradition hindouiste, indienne plus profondément, qui a, comme la plupart des textes indiens, une dimension philosophique, de spéculation philosophique, une dimension physique, c'est-à-dire que la philosophie indienne, la pensée indienne ne dissocie pas les pratiques corporelles faites sur le yoga, sur les positions du corps, sur le souffle, et la spéculation philosophique, ne les dissocie pas, peut-être que dans ce sens-là, elle est plus proche de la philosophie grecque antique. C'est du moins la lecture qu'en a quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, qui est Marc Balanfa, un indianiste, un professeur d'université français, et pour qui, oui, voilà, la philosophie grecque se rapproche quelque peu de la philosophie indienne sur cet aspect-là, de cette dimension peut-être plus pratique. Mais avant d'interpréter ce texte et d'en tirer des techniques d'auto-hypnose, alors, je préviens que interpréter des techniques d'auto-hypnose depuis un texte sanskrit issu d'une tradition qui n'est pas la tradition occidentale, ce n'est pas donné comme un indianiste le ferait, un spécialiste de l'Inde, un spécialiste des pensées indiennes, une lecture du texte qui soit des plus justes. C'est-à-dire que je ne suis pas un indianiste, même si j'ai quelques notions, quelques connaissances, et ma démarche ne sera pas celle, ne consistera pas à expliquer le texte comme en l'expliquant en vue d'une rencontre avec l'autre radical, avec une autre tradition, et qui suppose donc qu'on prenne toute la portée de la différence culturelle et de la différence philosophique, de la différence de pensée. Je vais interpréter, extrapoler, à partir de certains sutras, des techniques d'auto-hypnose, donc des techniques de respiration, des techniques de concentration, des techniques de méditation qu'on peut utiliser dans un cadre occidental, cette fois-ci occidental, d'auto-hypnose, sans confondre justement ce qui relève plutôt de traditions de techniques occidentales, fussent-elles inspirées de traditions indiennes, et le yoga tel qu'il est compris en Inde et tel qu'il relève d'une pensée plurimillénaire, d'une tradition plurimillénaire. Avant de commencer cette série de vidéos,
je ne sentais pas de commencer cette série de vidéos sans faire une mise en garde et une critique qui peut paraître légère, mais qui est en réalité, à mon sens, assez forte, assez profonde. Une critique de la manière dont on rentre en contact en Occident avec les pensées indiennes, et donc également avec les Yoga Sutras de Patanjali, et plus globalement tous les textes indiens. De la manière dont, en Occident, on comprend la pensée indienne, on comprend la philosophie, la religion indienne, tout ça étant toujours assez mêlé dans les traditions indiennes. Voilà, comment est-ce qu'on comprend ce qu'est le yoga, ce qu'est la méditation, etc., etc. Une critique que je veux très sérieuse. Je suis très sérieux, même si je porte un masque qui peut-être paraît certains ridicule. Un choix que je vous expliquerai peut-être plus en détail un jour. Récemment, il y a quelques jours, je rentrais dans un Gibert Jeune ou Joseph. Alors c'est un magasin de livres, un peu comme la Fnac, en plus poussé. Et je cherchais une autre traduction des Yoga Sutras. Et vous allez comprendre pourquoi je cherchais une autre traduction que celle-ci des Yoga Sutras. Je vais donc dans le rayon philosophie, sciences humaines, religion, où il y a un rayon hindouisme, bouddhisme, tantrisme, chamanisme, auteurs indiens, etc., etc. Je ne trouve pas les Yoga Sutras, je vois pas mal d'éditions de la Bhagavad Gita, qui est un des textes très importants de la tradition indienne, un texte déjà très beau et très profond, mais je ne trouve pas les Yoga Sutras. Je trouve des textes de tantrisme, je trouve beaucoup de textes de méditation, du bouddhisme zen, que ce soit ancien ou récent, comme des textes de Thich Nhat Hanh, des textes de plusieurs penseurs d'Asie, mais je ne trouve pas les Yoga Sutras. Je me dis, c'est étrange, alors je vais demander au personnel s'ils ont les Yoga Sutras. Ils me répondent qu'ils les ont déplacés au rez-de-chaussée, dans un rayon yoga. Alors je me dis, pourquoi est-ce que le rayon yoga ne se trouve pas au 3e étage avec les ouvrages spécialisés de l'hindouisme, des pensées et des philosophies orientales, hein, à ne pas confondre. Il y a également un Gibert ésotérie, alors plus petit, hein, qui se trouve à Saint-Michel, à Paris, et qui voilà, mélange l'ésotérie avec le bouddhisme, comme si on pouvait tout mélanger. Alors il y a une dimension ésotérique dans certains textes des traditions indiennes, hein, c'est le cas des Upanishads, mais on ne peut pas les résumer à ça. On ne peut pas les résumer à une vague ésotérie, un vague mysticisme très mal compris. Et donc je me dis, qu'est-ce que, voilà, dans ce gros Gibert Jeune, ou Joseph, je ne sais plus, qui possède un rayon assez développé, sans l'être non plus énormément, mais assez développé sur l'hindouisme, sur la philosophie de l'Orient. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les Yoga Sutras? Donc je descends au rez-de-chaussée, et là je comprends tout de suite. Qu'est-ce que les Yoga Sutras font au rez-de-chaussée? Et qu'est-ce que c'est que ce rayon yoga qui se trouve au rez-de-chaussée, qui réunit des choses assez diverses et variées, mais pas très claires. Je vois des livres qui se ressemblent tous, blancs, avec des petits dessins, et je vous donne de tête les titres de ces livres. Le yoga pour les enfants. Très bien. Le yoga pour les enfants, pour qu'ils fassent de l'exercice physique. Déjà, je trouve ça... Le yoga pour les muscles, l'assouplissement et la silhouette. Alors, le yoga pour la silhouette, vous voyez déjà normalement le problème. Le yoga pour le narcissisme en soi. Le yoga qui entretient le narcissisme, c'est assez étrange. Le yoga comme simple pratique musculaire, c'est assez étrange également.
C'est pas ça le yoga. Si vous pensez que c'est ça, relisez les textes indiens dans des bonnes traductions. Donc pas dans celle-ci. Ensuite, je prends un autre livre de yoga, je prends la 4e de couverture. Alors tous ces livres de yoga sont écrits par des occidentaux. Ils portent des noms occidentaux. Alors c'est pas un problème, on peut être un occidental et très bien connaître les traditions indiennes, mais je me pose déjà des questions. Je prends une 4e de couverture. Le yoga. Alors, dans un monde hyper connecté et hyper stressé, voilà, le yoga permet d'avoir un moment pour soi. Pour soi, pas pour Atman, pas pour soi, dans le sens tout à fait différent que ça dans la pensée indienne. Atman. Non, pour soi, pour moi. Hein. Dans un monde hyper connecté, hyper stressé, prendre un petit moment pour soi. Alors, si vous voulez prendre un moment pour vous, il y a un nombre incalculable de pratiques. Vous pouvez faire une balade en forêt, vous pouvez faire n'importe quel sport, de l'escrime, de la natation, n'importe quel sport occidental ou oriental si vous voulez. Vous pouvez même simplement vous déconnecter de vos appareils, vous asseoir sur votre canapé et réfléchir et rêvasser dans une pure tradition occidentale. Là, vous pouvez vous prendre un moment pour vous. Si le yoga, aujourd'hui, dans cette mode du yoga, c'est s'assouplir, développer ses muscles ou prendre un moment pour soi, on n'appelle pas ça yoga. Je suis désolé, je parais un peu brutal, mais le yoga, c'est plus que simplement prendre un moment pour soi. Ça, vous pouvez le faire en vous baladant en forêt, et c'est très bien. Et c'est très bien que des gens fassent du yoga comme assouplissement physique. Ça, je ne suis absolument pas contre. Si ça peut les apaiser, si ça peut les assouplir, si ça leur fait du bien, très bien. Mais il ne faut pas appeler ça yoga. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas appeler ça yoga? Parce que le terme de yoga, déjà, est polysémique. Il est très fort. Comme si justement, finalement, le cœur de votre façon de voir le texte, c'était précisément la traduction du mot yoga, qui est évidemment essentiel et qui est central dans le texte. Oui, bien sûr, parce que c'est la Gita qui va vraiment donner ses lettres de noblesse au mot yoga. Sans la Gita, le yoga n'aurait pas la place qu'il a aujourd'hui dans la culture indienne. Et en particulier, la Gita le prend dans tous les sens possibles de ce terme. C'est un terme extrêmement polysémique. Et ça, c'est une caractéristique du vocabulaire philosophique indien. C'est que les philosophes utilisent quasiment tous les mêmes mots, mais ils utilisent la polysémie dans toutes ses possibilités. C'est-à-dire que vous voyez le même mot d'un recueil à un autre, d'un traité à un autre, mais à chaque fois avec un nouveau sens. Et c'est la Gita, au fond, qui, elle, effectivement, elle-même exploite cette polysémie du mot yoga. Et pourquoi le mot ascèse? Effectivement, parce que je trouvais que ce mot ascèse, d'abord, avait cette résonance stoïcienne, et ça je le rappelle au tout début de ma traduction, et parce qu'en plus, l'ascèse, ce n'est pas l'ascétisme. Le yoga est un terme qu'on retrouve en sanskrit, dans énormément de courants de pensée, de courants philosophiques indiens et de courants religieux indiens. Il est lié, il n'est pas séparé de la spéculation philosophique. Mais les Indiens ont quand même spéculé philosophiquement, ils ont quand même une pensée philosophique. Traditionnellement, il y a 2000 ans et plus, ils étaient de très bons grammairiens. Donc, il y a les deux. Ils ont tout de même cette dimension de spéculation philosophique, aride, très aride, et cette dimension pratique. Donc déjà, le yoga comme simple assouplissement physique, enjolivement de la silhouette, ou simplement comme petite décontraction, c'est pas du yoga. Marc Balenfant, dont je vais vous mettre un extrait, traduit yoga par ascèse. Pas ascétisme, mais ascèse. C'est véritable travail extrêmement dur
extrêmement sérieux, et qui ne peut s'inscrire avec tout son sens que dans une pensée et une philosophie, pas forcément précise, quoi, mais indienne, vaste et profonde. Donc, ça n'est pas, et je le répète encore une fois, ça n'est pas un exercice d'assouplissement. Si vous faites du yoga comme exercice d'assouplissement, vous ne faites pas vraiment du yoga. Vous prenez le mot et vous en restreignez drastiquement le sens. Mais c'est le yoga tel qu'il est majoritairement pratiqué en Occident et tel qu'il est compris en Occident. Donc, l'occidental, le moyen, il prend les traditions qui viennent d'ailleurs, il le simplifie à l'extrême et il en fait une petite gymnastique qui sert à décompresser un petit peu quand on est à la limite du burn-out. Secondement, pourquoi, à mon avis, est-ce que ce Yoga Sutra était dans ce rayon yoga et non pas dans le rayon hindouisme? C'est parce que la traduction est très mauvaise. Alors, en fait, on a en Occident beaucoup je ne sais pas, mais beaucoup de traductions de textes, majeurs de la pensée indienne, traductions réalisées par des personnes qui parlent le sanskrit. Je ne parle moi-même pas le sanskrit, je ne vais pas leur prétendre qu'ils ne parlent pas le sanskrit. Ils parlent le sanskrit, ils ont probablement fait des études de sanskrit, des études indiennes classiques, mais ils n'ont aucune formation philosophique. Désolé de le dire, mais ils n'ont pour beaucoup aucune formation philosophique. D'abord, de formation philosophique occidentale. Et aller essayer d'aborder une pensée radicalement autre, une tradition plurimillénaire, qui n'est pas celle de l'Occident, sans même déjà connaître la sienne propre, c'est courir à la catastrophe. Vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas la psyché qui a été formée par la tradition indienne. Vous n'êtes pas indien, vous n'avez pas été élevé dans cette culture-là. Ce n'est donc pas votre culture, et quand vous allez rencontrer ces textes-là, il faut faire très attention, parce qu'il faut essayer de saisir une culture qui est radicalement autre. Elle est autre, différente, et il faut le prendre en compte. On ne pénètre pas dans quelque chose qui est une tradition philosophique, une tradition de pensée différente de la nôtre, aisément. Si vous n'avez pas de formation philosophique déjà de votre culture, comment est-ce que vous comptez comprendre des problèmes philosophiques profonds, poussés, développés pendant des millénaires d'une autre culture? Je vais vous donner du coup des exemples concrets de traduction qui posent problème. Donc là, on a les Yoga Sutras de Patanjali traduits par Françoise Mazet, qui, j'ai vu sur internet, donne également des cours de yoga dans le sud de la France, je ne sais plus trop où. Le seul avantage de ce livre-là, c'est qu'elle donne un mot à mot. Donc la démarche est quand même intéressante. Elle prend conscience que c'est son interprétation du texte, et elle donne un mot à mot. Mais je pense que même dans le mot à mot, parfois, il y a des étrangetés. Alors, déjà, sans même vous retrouver déjà la page, elle traduit plusieurs fois dharma par être-té. Et elle traduit même d'autres mots par être-té. Et c'est complètement incompréhensible. Être-té, je ne comprends pas ce qu'est être-té. Je ne sais pas si elle a feuilleté par hasard Heidegger et qu'elle en a sorti un mot qui n'a rien à voir avec la tradition avec la tradition orientale. Mais être-té, ça ne veut rien dire. Ça ne correspond pas du tout à dharma. Dharma, c'est plutôt l'ordre cosmique, l'ordre total. Donc tantôt elle traduit dharma par être-té, et tantôt elle traduit Brahma ou Atman, il me semble, par être-té. Atman qu'elle traduit
sinon souvent par conscience profonde. Déjà, dire confiance profonde pour un occidental, c'est l'induire en erreur, puisque pour lui, la conscience, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'un oriental appelle conscience. Pour nous, la conscience, c'est le moi. C'est la conscience distinguée à partir du début du XXe siècle par la psychanalyse de l'inconscient. Donc c'est le moi, c'est le jeu. C'est la personnalité visible. Tandis que ce qu'elle traduit par conscience profonde, c'est Atman, donc c'est soi. Pas le soi, ce qui serait le substantivé, mais soi. À la limite, conscience profonde, bon, on voit. Mais déjà, ça induit en erreur. Être-té, ça n'éclaire absolument rien. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave, il faut juste que je vous retrouve la page. Sutra, chapitre 3, petit 3. Quand la conscience est en relation avec cela même qui n'a pas de forme, c'est le samadhi. Ça, c'est sa traduction. Je vous lis pas en sanskrit, je ne parle pas le sanskrit. Tadeva, Artha, Narmatra, bon, je ne parle pas le sanskrit, elle a le mot à mot. Alors, dans le mot à mot, il n'y a pas relation. Parce qu'en fait, il ne peut pas y être relation, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on n'est pas en relation avec la conscience profonde. Déjà là, quand la conscience, qu'est-ce qu'elle appelle conscience? Est en relation, dans une relation, il y a deux termes. On a l'impression qu'elle dit que notre conscience, donc notre moi, que par ailleurs, elle appelle d'ordinaire, voilà, dans une traduction peut-être plus exacte, le mental, la conscience périphérique, ce que nous, ce qui serait le plus proche, c'est peut-être le moi, justement, voilà, c'est la conscience au sens où on l'entend, le mental. Elle dit que c'est une illusion, puisqu'elle commente le texte, et le texte dit, voilà, alors là, je fais peut-être un abus aussi, mais c'est une espèce de forme d'illusion. Donc la conscience, c'est pas le moi, c'est pas le mental, puisqu'elle dit que c'est une illusion par ailleurs. Néanmoins, elle traduit quand même quand la conscience est en relation avec cela même qui n'a pas de forme. Cela même qui n'a pas de forme, c'est le soi, c'est Atman. C'est pas Atman, c'est voilà, ce qui n'a pas de forme, mais c'est le soi. Elle met un commentaire, il n'y a plus sujet, objet, mais fusion. Alors s'il n'y a plus objet ni sujet, mais fusion, comme elle dit, c'est l'état d'unité, dit-elle. Pourquoi utilise-t-elle le mot relation, qui donne l'impression que mon moi est en relation avec la divinité en moi? C'est pas ça. Si vous pensez que c'est pareil, il y a plein de passages où elle est connectée à l'univers. Alors non, on n'est pas connecté. Je vais vous le lire après, mais déjà, il n'y a pas relation. C'est complètement faux. C'est une traduction qui induit en erreur. Et qui induit une grosse erreur, pas une erreur de moindre. Penser qu'il y a relation, c'est penser que mon moi, ou que quelque chose de moi, même si on n'appelle pas moi, même si on appelle voilà, quelque chose de ma personne, de ma personnalité, est en connexion, relation avec l'absolu, avec Brahma, avec Atman. C'est pas ça. Tout ce que décrivent les Upanishads et tout ce que décrit les Yoga Sutras, ce n'est pas ça. C'est justement un état où il n'y a plus où il y a fusion des deux, où il y a unité. Et là encore, c'est peut-être aller trop vite en besogne. Son commentaire d'en dessous est plus pertinent que sa traduction. Plus loin. Là, je lis le commentaire qu'elle a donné du Sutra chapitre 3, 16. Certaines images mentales qui nous viennent parfois spontanément et qui s'inscrivent dans un autre environnement que celui de notre vie présente nous donnent un éclairage ponctuel sur les mémoires du passé. Jusque-là, ça va. Créant un pont sur l'infini. Alors là, c'est pareil, ce n'est pas dans le texte. Elle glose complètement. Un pont sur l'infini, ça ne veut... je veux dire, dans un contexte indien, ça ne... C'est pas... Bon, c'est une métaphore, à la limite, acceptons-la, mais déjà, avec le pont, il y a encore cette idée de relation. Donc non, ce n'est pas une relation avec l'infini, la divinité en moi, non, c'est pas ça. Je ne développe pas plus, je ne vais pas faire un cours de philosophie indienne, mais il y a une énorme erreur. Plus loin, nous avons alors le sentiment d'appartenir à l'univers. Ça n'est pas dans le texte. Ce n'est ni dans le texte, ni dans la tradition indienne. C'est-à-dire que
n'appartient pas. Appartenir à l'univers. Déjà, il y a encore deux termes. Alors que le mouvement des Upanishads, le mouvement du soi, cette découverte et même en fait, cette découverte, pas du soi, parce que là c'est encore le substantivé, mais cette découverte soi, deux points soi, ce n'est pas un mouvement d'appartenance, encore moins à l'univers. L'univers, voilà, il y a une volonté de modernisation qui induit tout le monde en erreur. Donc alors après on voit débarquer un certain nombre de personnes qui nous disent appartenir à l'univers, être connecté à l'univers. Très bien, mais ce n'est pas indien. Ce n'est pas issu d'une tradition indienne, parce que déjà appartenir, ça signifie que déjà on est une sorte de chose, qu'il y a deux termes. L'univers, ce n'est pas Atman ou Brahma, c'est pas les mêmes termes, parce que l'univers renvoie dans nos perceptions occidentales à l'univers des scientifiques, donc on voit tout de suite l'univers, les étoiles, machin. Ça peut comprendre évidemment Atman et Brahma, c'est tout, c'est l'absolu. Pour traduire très très simplement, et là je suis déjà à moitié en train de faire une erreur. Ça peut comprendre l'univers, mais ce n'est pas l'univers. C'est très loin d'être la traduction la plus pertinente. Et puis ensuite on a cette conscience énergie sans commencement ni fin. Donc pareil, traduire dans un contexte occidental par conscience, c'est déjà induire en erreur. Conscience énergie, on comprend encore moins. Et je rajouterais, ce n'est pas un sentiment. Nous avons alors le sentiment d'appartenir à l'univers. Non, quand le yogi atteint l'état d'éveil de samadhi, c'est pas une question de sentiment, parce que justement le sentiment peut être remis en question. Si c'est qu'un sentiment, si j'ai simplement le sentiment d'appartenir à l'univers, j'ai pas besoin de faire de yoga. Je peux l'avoir n'importe quand, le sentiment d'appartenir à l'univers. Je me concentre un petit peu et puis c'est bon, je peux développer en moi le sentiment d'appartenir à l'univers. Mais ça n'a rien de métaphysique là, en l'occurrence, le sentiment d'appartenir à l'univers. Donc être T, des traductions qui posent problème. Commentaire de 1.36. Là, c'est ou bien de l'expérience d'un état lumineux et serein, donc on peut atteindre la stabilité mentale par l'expérience d'un état lumineux et serein. Et encore, serein, c'est Vishoka, qu'elle donne en mot à mot par sans souffrance ou serein. Sans souffrance, ça eût été déjà plus pertinent vis-à-vis de la pensée indienne. Moment de plénitude et d'apaisement que nous connaissons dans la pratique du yoga, mais aussi dans la vie. Tout est en harmonie à sa place. Tout est en harmonie à sa place, c'est une expression extrêmement moderne, extrêmement contemporaine, extrêmement occidentale. Quelqu'un qui je sens bien, je sentais que tout était à sa place. Alors là, on ne parle pas de feng shui. On a l'impression, cette expression, alors ça va vous paraître peut-être très, très mineur comme réflexion, mais c'est le genre d'expression qu'un maniaque occidental dit. Pour dire tout est à sa place, il faut déjà être un petit peu maniaque. C'est pas l'idée que c'est en équilibre. C'est pas l'idée qu'il y a un équilibre des éléments, comme dans le feng shui. Et je connais très vaguement le feng shui, donc je vais pas pousser là-dessus, je n'en suis pas un connaisseur, mais tout est à sa place. Voilà, c'est fait pour moderniser que la personne qui se met un petit peu à faire un petit peu de yoga, et quand elle se sent bien, je sentais que tout était à sa place. Et si tu sens que tout est en désordre en temps normal, c'est que tu es maniaque. Là, l'idée de sérénité, donc de non-souffrance, c'est pas l'idée que tout est à sa place. Je continue. On est en situation d'adhésion face à la vie, manque de rigueur philosophique, parce que adhésion face à la vie, donc je suis là, il y a la vie, donc à l'extérieur de moi déjà, et elle est en face de moi, et j'y adhère. Ce n'est pas une pensée indienne. Et naît alors un sentiment de joie qui efface le temps, donc là elle glose... Elle dit une banalité sur l'effacement du temps, même s'il y a des éléments quand même sur le présent, le futur, mais voilà, une banalité sur l'effacement du temps, purement occidentale encore une fois, et stabilise la conscience. C'est la même chose que tous ces gens qui disent faire de la méditation pleine conscience, donc ils lisent les Yoga Sutras, ils lisent les textes bouddhistes zen, etc., et ils font de la méditation pleine conscience. Méditation pleine conscience laïque, quand ça passe dans les hôpitaux. Alors, bon, est-ce que c'est une méditation laïque, ça a un sens comme expression, je passerai. Alors, là, l'état de pleine conscience,
déjà le terme pleine conscience est trompeur, parce qu'encore une fois, pour nous, conscience, c'est pas la même chose que conscience pour les orientaux. Méditation de pleine conscience, d'accord. Là, en méditation de pleine conscience, il a quand même, selon une compréhension hypnotique, il est dans une transe extrêmement profonde. En méditation de pleine conscience, il n'a plus, il a perdu même le sens des mots, il a perdu son langage, il a perdu sa grammaire. Est-ce que beaucoup de personnes qui pratiquent, soi-disant, la méditation de pleine conscience, ont perdu leur grammaire? Combien de personnes est-ce que vous voyez qui font de la méditation de pleine conscience vont même dans un état de transe moyenne? Je ne vois que des gens qui vont dans un état de transe légère, mais ils se disent en méditation de pleine conscience. Alors non, avant de faire de la méditation de pleine conscience, faites déjà un tout petit peu de méditation. C'est-à-dire, pas en termes d'années de pratique, parce qu'il y a des gens qui pratiquent 3 ans et qui rentrent dans les transes légères. Allez déjà dans l'état de méditation, mais avant de parler de la pleine conscience, c'est-à-dire vous êtes quasiment en état bouddhique, hein, il y a beaucoup de pas à faire. Et donc on vend comme ça une espèce de méditation lissée, une espèce de pensée indienne lissée, un yoga lissé. Et moi je ne peux pas faire des commentaires sur le yoga sans vous prévenir de ça, parce que je ne veux pas être associé à ces mouvements lissés. J'essaie de saisir quand même la différence, l'altérité de la tradition indienne, et de commencer au moins à la saisir dans sa spécificité, et de ne pas la lisser, la ramener, la rendre incompréhensible. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien en fait à la pensée indienne, c'est parce qu'il y a un certain nombre de traductions qui sont aberrantes. Je suis désolé, mais écrire qu'on est en relation avec l'univers, c'est aberrant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est écrit dans les Upanishads, ce n'est pas ça qui est écrit dans les Yoga Sutras. Il n'y a pas besoin d'être un fin connaisseur. Un tout petit peu de connaissance en philosophie indienne nous fait nous rendre compte que cette traduction est mauvaise, affreusement mauvaise. Mais malheureusement, on en trouve très difficilement d'autres, plus sérieuses. Être-té. Et malheureusement, on est là avec des gens qui tirent la philosophie orientale vers leur philosophie. Même quand ils prétendent que l'inverse. Même quand ils prétendent l'inverse. Il y a également un passage où l'auteur se demande en commentaire si le déconditionnement du passé n'était pas la voie vers le libre arbitre. Il y a des concepts de liberté en Inde, mais pas de concept de libre arbitre. Et quand on connaît un tout petit peu la philosophie occidentale, on sait d'où provient et quand est né le concept de libre arbitre, et il n'existe pas en Inde. Ce n'est pas un concept indien, le libre arbitre. La liberté, oui, mais pas le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est purement occidental. C'est né plus ou moins avec Duns Scott. C'est quand même une conception philosophique particulière, très compliquée, et déjà, à mon sens, très compliquée à tenir, mais qui est quand même vachement particulière. Et donc, est-ce que Patanjali parle de libre arbitre? Non, Patanjali ne parle pas de libre arbitre, puisqu'il n'en a pas le concept, et que la pensée indienne se fout de cette liberté absolue qu'est le libre arbitre. Elle parle de liberté, elle parle de responsabilité, certes, mais pas de libre arbitre. Ensuite, elle parle de subconscient. Alors c'est pareil, Patanjali n'a pas le concept de subconscient. On peut en parler de subconscient en interprétant, mais en précisant qu'on interprète dans un schéma de compréhension qui n'est pas du tout indien. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais parler d'inconscient, de subconscient, si vous voulez, mais je ne suis pas, en faisant ça, proche des textes indiens, véritablement. Patanjali n'a pas le concept de subconscient. Le concept de subconscient naît au XXe siècle, en Occident. Ce n'est pas le sujet, ici. Il y a un nombre incalculable d'erreurs. Alors, et sans parler de l'ego qu'ont certains qui se disent en état de méditation, complètement séparés du mental. Alors c'est pareil, il y a plusieurs voies, évidemment, dans les philosophies indiennes, ils laissent la pluralité des voies disponibles, mais ils n'ont jamais dit
enfin ils ne disent pas en général que il n'y a plus de spéculation philosophique, c'est simplement que les deux se mêlent. Puis il y a des voies plus physiques, mais il y a des gens qui viennent et qui disent il faut arrêter de penser en concept, il faut arrêter de vous questionner comme ça ne vaut rien, il faut détruire le mental. Alors certes, il y a des questions de destruction du mental, mais voilà, là on parle d'un yogi, etc. Mais sinon, ils ont quand même aussi, et vous voyez, même dans ce texte, il y a des conceptions philosophiques. Donc, venir et dire, c'est pas bien de penser, tu ne peux pas accéder à rien du tout en pensant, par le mental, c'est quand même un peu douteux parfois. C'est pas complètement faux, mais ça tend à une position inverse qui est un peu étrange, c'est-à-dire dire que la pensée indienne, ce n'est que le physique, et que ça laisse de côté la pensée. Non, c'est les deux. Donc voilà, c'était une critique d'une tendance moderne. Alors peut-être que certains vont me taper sur les doigts, mais peu importe. C'était donc l'oracle d'Arès. À une prochaine fois. Et chaque fois que j'ai l'occasion, par exemple, de parler de la Bhagavad Gita devant des professeurs de yoga et des adeptes du yoga, je me rends compte toujours, à ma grande surprise, qu'ils ne connaissent pas, quelquefois, pas du tout, même la texte de la Bhagavad Gita, et je leur dis, mais écoutez, vous voyez, ça serait faire du yoga sans connaître la Bhagavad Gita, c'est un peu comme faire de l'aïkido, du judo ou du karaté, sans connaître la tradition chinoise et japonaise, qui est derrière et qui est une tradition philosophique. Or, aujourd'hui, on sait bien que les grands maîtres des arts martiaux sont aussi des gens quand même qui s'intéressent à la culture qui sous-tend. Donc c'est la même chose pour l'Inde. On ne peut pas pratiquer du yoga comme exercice effectivement purement physique ou exercice de contrôle du souffle si l'on n'a pas aussi cet arrière-fond qui donne toute la profondeur à la pratique. Soutenir l'oracle d'Arès, c'est entrer dans son temple. Le lien du grand Tipeee se trouve en description. Vous pouvez également le suivre sur Facebook. Et il a une vision peut-être de quelques abonnements. Littérature, peinture, hypnose, auto-hypnose et poésie.